Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information. Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Et je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Jean Massier d'Acropolis. Bonjour Jean. Bonjour. Alors Jean, depuis 2015, tu commentes les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale 2 fois par semaine, toutes les semaines, sauf quand les députés sont en vacances, évidemment. Tu ne commandes pas sur France 3, ni sur la chaîne parlementaire, ni pour une radio spécialisée, mais tu es un streamer. Alors on t'appelle aussi YouTuber, mais je pense que le... Streamer, c'est le vrai mot. Oui. Voilà, YouTuber, je le réserve pour ceux qui comprennent rien à Internet. Ouais, voilà, Donc pour toi, pas de montage, pas d'effet, juste le direct. Un casque vissé sur les oreilles, en t-shirt, même des fois, hein, là, le look compte assez peu, hein, ouais, on est tranquille. C'est pas le live sur le terrain qui a été rendu très célèbre dorénavant par Rémi Buisine et Brut, mais c'est le direct du commentaire, un peu ce que tu fais. Ouais. Donc sur Twitch, la plateforme de streaming dont tu vas nous parler, où aujourd'hui ta chaîne, donc Acropolis, a dépassé le million de vues. On l'a dépassé la semaine dernière. Voilà. Merci beaucoup. Tu streams désormais depuis les studios d'un, comment on appelle ça, OGaming. D'un partenaire qui est une web TV spécialisée dans le jeu vidéo, voilà, avec qui on partage les locaux. Ouais. Et tu t'es même fait repérer par Public Sénat. On y reviendra. Je te coupe, il y a pas mal. Il y a Xan et Perceval qui nous demandent si le G7 sera en France. Non, aucune idée. Non, c'est pas en France le G7. Le prochain. On va chercher, je ne sais pas du tout. Si, c'est en France. C'est en France, ouais, à Biarritz. 25-27 août, en France, à Biarritz, effectivement. 45e G7, et pour ce qui est du Forum économique de Davos, je crois que c'est le 49e, je crois avoir lu ça, je l'ai peut-être noté, je ne sais pas. Donc voilà. Donc bien, c'est bien en France, tout à fait. Alors moi, quand je vous regarde et que j'entends ça, désolé, mais ça me fait penser tout de suite à ça. Ah là là, Jean-Mimi, c'est vraiment une superbe équipe que ce Real de Madrid. Tout à fait, Thierry. Est-ce que c'est une référence que tu as en tête? Non, alors c'est pas un truc humoristique des inconnus sur. Ah, tu es trop jeune en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Je suis désolé, j'ai vieilli d'un coup. C'était quoi? C'est les inconnus qui font. Non, c'est pas les inconnus, c'est les Guignols. Oui, c'est la voix des Guignols, c'est les Guignols. Jean-Michel Larquet, Thierry Roland et donc le fameux Jean-Mimi. Donc le live sportif, parce que c'était quand même ça la parodie, le live des gamers, c'est ça ton inspiration. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment t'en es arrivé à cette idée? En fait, moi, je suis un passionné de jeux vidéo, indépendamment de mon parcours académique, professionnel, etc. Je suis d'abord un passionné de jeux vidéo, et il est vrai que depuis le début des années 2010, est apparu sur Internet un nouveau format qui consiste à commenter en direct des parties de jeux vidéo sur des plateformes spécialisées, que ce soit des parties amateurs ou des parties compétitives professionnelles. Et moi, j'en bouffe énormément à titre personnel, et j'ai fini par me dire que quand même des jeunes gens dans leur garage ou dans leur chambre réussissaient à rendre accessibles des jeux vidéo très complexes, avec une facilité déconcertante, et que par leur seul commentaire, ils rajoutaient la couche qui me manquait pour pouvoir suivre ça. Ça, je l'ai mis dans un coin de ma tête, et dans un autre coin de ma tête, j'ai vu la politique telle qu'elle existe aujourd'hui en France, et telle qu'elle a du mal à se faire comprendre, notamment par ceux de ma génération. T'étais quoi à la base ? Moi, je suis juriste de formation, et ensuite j'ai été collaborateur de cabinet. C'est les petites mains de la politique, ceux qui sont pas devant les rideaux, mais derrière, les petits professionnels. Donc j'ai été chargé de mission, conseiller politique, plume, beaucoup de métiers différents, mais toujours pour des responsables politiques au niveau national ou au niveau local. Et donc j'ai vu la politique de l'intérieur, et j'ai vu la difficulté qu'ont des politiques publiques à se faire comprendre, en fait, y compris des institutions, à se faire comprendre des citoyens. Et c'est là que j'ai en fait rejoint ces deux idées complètement contraires. C'est le jeu vidéo d'un côté et la politique de l'autre, en me disant mais en fait si je copiais ce que font les commentateurs de jeux vidéo sur ce que moi je connais bien, c'est-à-dire la politique, mais peut-être que je pourrais trouver un moyen
de rendre la politique plus accessible pour ceux de ma génération. Et donc, tout est parti de là. Donc on peut faire du commentaire politique comme on fait du commentaire sportif, Absolument. ou du commentaire de jeux vidéo. Avec la même idée simple, c'est que par des commentaires, on va donner les clés de compréhension de ce qui est en train de se passer à des gens qui ne sont pas spécialistes, tout simplement. Tout simplement. Moi, que je ne connais pas parfaitement les mécaniques d'un jeu vidéo, j'ai besoin qu'un commentateur m'explique pourquoi ce qui est en train de se passer sous mes yeux est intéressant. Et ben la politique, c'est exactement pareil. La politique, c'est extrêmement complexe et extrêmement chiant quand on n'y connaît rien. Et est-ce que ça, tu penses que ça n'était pas ou ça n'est pas fait par les médias, parce que c'est quand même ça aussi le travail d'un journaliste. Non, ça n'était pas fait. Moi, j'ai rempli un manque, clairement, qui a été exprimé par ceux de ma génération, c'est que aucun format médiatique ne s'adressait spécifiquement aux jeunes dans des formats adaptés pour leur parler de politique. Il y avait des choses très paternalistes et très chiantes, un peu professorales, verticales, descendant à l'ancienne, ou un peu ta prof d'histoire géo qui t'explique comment fonctionne le Sénat et l'Assemblée nationale. Mais ça, c'est une manière de fonctionner qui est propre à la politique, à la papa, à la démocratie représentative d'antan. Et moi, j'ai voulu rejoindre une autre évolution en cours, c'est celle de la mutation de nos modèles démocratiques vers une démocratie inclusive et participative, donc de l'horizontalité, donc me mettre à niveau des personnes qui m'écoutent et qui me regardent. Donc voilà, effectivement, j'ai innové pour remplir un manque, quelque chose qui n'existait pas. Alors ce que tu bouscules aussi, c'est le monde de l'information quand même, puisque d'une certaine manière, tu fais un boulot de journaliste, de chroniqueur. Comment tu te positionnes là-dessus ? Moi, je me définis comme streamer. Je me suis jamais défini comme journaliste parce que personne m'a jamais demandé de le faire, à l'exception de journalistes, qui sont les seuls que ça intéresse. Moi, je suis streamer, je fais du stream, je fais de l'éducation populaire, je fais du commentaire en direct. On peut rapprocher ça d'un boulot de journaliste, si on souhaite. On peut rajouter ça effectivement d'un boulot de chroniqueur, d'un boulot de prof, d'animateur socioculturel, on appelle ça comme on veut, c'est très nouveau. Le mot de streamer lui-même n'avait aucun sens jusqu'à il y a quelques années quand les streamers sont apparus en jeu vidéo. Donc voilà, c'est un métier qui est en train de se définir, qui est en train d'être exploré. Alors raconte-nous un petit peu qui sont les streamers justement qui te regardent. J'imagine que tu connais bien ton audience. Alors raconte-nous. Les viewers pour le coup. Parce que les viewers, pardon, c'est moi qui suis, oui, bien sûr. Le viewer, celui qui regarde. Les viewers d'Acropolis sont des jeunes qui ont entre 15 et 35 ans. On est à peu près à parité entre les 15-25 et les 25-35 et tous ces jeunes-là représentent 90% de notre audience. Et surtout, ils sont tous en France métropolitaine et outre-mer et à l'étranger. On a aussi un peu des Français de l'étranger, des étudiants en Erasmus, des choses comme ça. Mais surtout, ce qui est le plus intéressant pour nous, c'est que ce sont des jeunes largués. Ce sont des jeunes très éloignés de la politique. En fait, on ne s'adresse pas aux professionnels et aux passionnés de la politique. Les militants politiques, les assistants parlementaires, les gens qui savent comment ça marche et qui s'y intéressent déjà, en fait, ils n'ont pas eu besoin de nous déjà pour s'y intéresser. Et ils n'ont pas besoin de nous pour comprendre comment ça fonctionne, parce qu'ils savent déjà comment ça fonctionne. Et eux, il n'y a pas vraiment de problème. Leur citoyenneté, elle est active, elle est adoptée. Ce sont des gens qui manifestent, ce sont des gens qui ont des convictions, qui votent, ce genre de choses-là. Mais eux, ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tous les autres. Tous les autres, tous ceux qui vraiment n'y pigent que dalle. Moi, je prends souvent l'image des personnes qui ne font pas la différence entre un député et un ministre. C'est des jeunes que je rencontre, qui ont 17 ans, 20 ans, 22 ans, jeunes professionnels, étudiants précaires, qui me disent « Mais moi, les politiques, c'est des vieux en costard et je comprends rien à ce qu'ils racontent. » Alors de là de faire la différence entre un député, un ministre, un mec de l'opposition, comment ça fonctionne tout ça, j'y comprends rien. Et donc ça me saoule et donc je suis un peu largué. Donc c'est à eux qu'on réussit à s'adresser. Ceux-là, ils te découvrent parce qu'ils sont sur Twitch et que donc du coup ils viennent sur ta chaîne, c'est ça, ouais, d'accord, c'est ça. Ok. Donc c'est là où la plateforme prend tout son sens, c'est d'aller en gros chercher ton audience, celle qui t'intéresse, là où elle est. Absolument, là où elle est. Jamais ces jeunes-là ne cliqueraient spontanément sur un lien qui leur proposerait de regarder en direct des députés parler. Vraiment, ils s'en foutent complètement. À la limite, ils aiment pas ça. Non, on va les chercher. Même des gens qui sont pas sur Twitch peuvent avoir le même. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça qu'on communique exclusivement sur les réseaux sociaux et qu'on cherche pas du tout dans des partenariats médias à toucher des audiences qui regardent déjà les médias. C'est nous, on va chercher des jeunes qui, pour la première fois de leur vie, vont regarder avec nous des politiques pendant plus de 2 minutes. Et alors du coup, tu parlerais d'une communauté, c'est toujours les mêmes, c'est quelque chose de les gens se connaissent entre eux, comment tu... Alors effectivement, on est un média web et on a pris le pari de faire un média communautaire au sens très youtubien du terme communauté, c'est-à-dire que les gens qui nous regardent forment une communauté de gens qui se rassemblent autour de l'envie de comprendre et l'envie de débattre. Et effectivement, on a un taux de conversion qui est énorme puisque les gens qui nous découvrent en général deviennent des habitués très rapidement. On a des mesures d'audience un peu spécifiques. Le critère d'un habitué? Le critère d'un habitué, c'est la récurrence, c'est des gens qui nous regardent tous les jours. Aujourd'hui, on diffuse 24 heures sur 24, on a 7 émissions par semaine et on les reconnaît dans le chat, parce qu'on en parlera tout à l'heure, il y a de l'interactivité, on reconnaît des pseudos qui reviennent. Et moi, je vois, et c'est des choses qui sont très intéressantes, on voit parfois dans le chat débarquer quelqu'un de nouveau, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qui débarque, qui au début est un peu interloqué, puis qui parfois est très véhément dans sa manière de parler de la politique, et très bien, on l'accueille. Et le lendemain, il revient.
Et le surlendemain, il revient aussi. Et en fait, la semaine suivante, ça devient un habitué. Et il commence déjà à répondre aux questions des autres sur le chat. Et ça y est, celui-là, en fait, on l'a converti, il fait partie de notre communauté. Et d'ailleurs, ces viewers-là, ils passent des différents formats que tu proposes, parce qu'il y a les séances de questions au gouvernement, QAG. Il y a des émissions en plateau, il y a des émissions en commentaire. Et ça, c'est les mêmes qui vont sur les différentes propositions. Absolument. Ouais, c'est les mêmes qui reviennent sur les différents formats qu'on leur propose. Et en plus de ça, on a créé des outils d'interaction propres. On a créé une association pour les bénévoles. Et on a ce qu'on appelle un serveur Discord qui permet aux citoyens de continuer le débat de manière orale et audio sur Internet, qui marche très bien. On a même un serveur Minecraft, qui est un jeu vidéo communautaire et collaboratif qui fonctionne très bien. On organise des apéros, qui s'appellent les apéropolis, dans les régions. On en a fait à Dijon, à Nantes, à Rennes, à Lille, à Lyon, etc., où on va rencontrer notre communauté. Donc on a créé tout un tas d'événements en ligne et hors ligne qui nous permettent de maintenir le lien avec la communauté. Tu l'évalues à combien à peu près, cette communauté ? C'est très compliqué à évaluer. Nous, on estime en consolidé à 50 000 personnes, mais c'est extrêmement fluctuant parce qu'on en a gagné beaucoup pendant la présidentielle, par exemple. Puis ensuite, il y a eu un peu un reflux parce qu'après la présidentielle, tout le monde était un peu saoulé de la politique. Ensuite, il y a eu les gilets jaunes qui ont commencé à partir de l'hiver dernier. Alors là, ça a explosé et on a retrouvé de nouvelles personnes. Avant ça, il y avait eu Nuit debout, la loi travail. Donc, c'est un peu cyclique en fonction de la vie politique. Donc voilà. Mon préjugé sur les sites de streaming, c'est que c'est surtout des hommes. Ouais, et ça c'est vrai. Donc voilà. Je suis navré de vous l'annoncer. Nous avons 80% de garçons. 80%. Et ouais, c'est un vrai problème. On est très triste. On a notre surtout des garçons d'ailleurs. Voilà, on a notre part de responsabilité là-dedans parce qu'on est essentiellement des garçons, même si par le passé il y a eu des filles qui ont streamé. On cherche évidemment à féminiser notre audience, mais c'est extrêmement compliqué. Donc on a effectivement notre part de responsabilité. On a aussi malheureusement on subit le sexisme inhérent au web. On subit effectivement le sexisme du jeu vidéo parce qu'on est sur une plateforme de jeux vidéo, donc il y a évidemment beaucoup de garçons. On subit aussi le sexisme du monde politique qui fait qu'il y a un tropisme qui fait que les garçons s'intéressent au pouvoir et peut-être que les femmes un peu moins, et c'est très malheureux. Et on subit aussi parfois des problématiques bêtement statistiques, mais il paraît, j'ai jamais su si c'était vraiment vrai, mais que quand on crée un compte YouTube et qu'on ne renseigne pas son sexe, on est automatiquement considéré comme un garçon. Ce qui fausserait peut-être beaucoup de statistiques, mais ça, on n'a pas de mesure exacte de ça, donc je ne sais pas à quel point ça tient de la légende urbaine. Mais voilà, je ne veux pas repousser ma responsabilité, il faut qu'on touche plus de filles, il faut qu'on réussisse à convaincre des filles de regarder la politique, c'est très important. Tu parles de YouTube, mais pour vous, c'est quand même secondaire, YouTube. Oui, c'est une plateforme secondaire. Pendant longtemps, ça a été notre plateforme principale à notre corps défendant, parce qu'on ne pouvait plus diffuser sur Twitch, mais effectivement, nous ne faisons pas une chaîne YouTube traditionnelle, on utilise YouTube comme une plateforme de rediffusion. C'est là qu'on met nos replays, mais on ne fait pas de format YouTube classique, c'est-à-dire tourner une vidéo, la monter, puis la diffuser. Ça, on ne le fait pas. Nous, on fait que du direct. Vous avez eu des problèmes avec Twitch ? Ouais, raconte un petit peu cet épisode, parce que c'est intéressant. Ouais, c'est assez rigolo, mais en fait, j'ai créé Acropolis pour Twitch en 2015, donc c'est vraiment un truc que j'ai pensé pour la plateforme Twitch interactif avec le chat, etc. Et j'ai commencé à diffuser mes premières émissions, et au bout de 2 jours, j'ai été banni de Twitch. J'ai reçu un mail très poli, automatique, me disant désolé, vous ne correspondez pas aux règles d'utilisation de la plateforme, vous n'avez pas le droit. Et j'étais très très emmerdé, parce que je venais de créer ce projet, et j'ai contacté Twitch, et j'ai eu un responsable français au téléphone qui m'a dit putain, je suis désolé, ce que tu fais c'est vachement intéressant, mais Twitch est une plateforme de jeux vidéo qui est absolument consacrée, réservée aux jeux vidéo. C'est ça, réservée aux jeux vidéo et les contenus qui ne on fait pas de commentaires. Pas d'autre chose que du jeu vidéo ou de la culture geek. Alors s'il y avait quelque chose d'un peu ouvert sur éventuellement la musique, éventuellement le manga, etc. Mais en gros, ce que tu fais, désolé, ça correspond pas aux règles d'utilisation. À l'époque, Twitch avait maille à partir, notamment aux États-Unis, avec des affaires d'érotisme et de sexualité sur la plateforme. Donc, et puis une manière très américaine d'organiser les conditions générales d'utilisation, donc très stricte, et c'est pas possible. C'est sympa ce que tu fais, mais c'est pas possible. Donc, on s'est retrouvé malheureusement à switcher sur la plateforme YouTube, qui n'est pas du tout faite pour le streaming, Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas. Si. Il n'y a pas de chat visible. Non, c'est surtout les habitudes de consommation des gens. C'est-à-dire quand on vient sur YouTube, on ne vient pas regarder un chat. On vient regarder des VOD, on vient les commenter, etc. La diffusion en direct sur YouTube est possible, mais c'est une utilisation annexe de la plateforme, et c'est pas ce que les gens viennent chercher. Donc, on s'est retrouvé pendant 1 an et demi à streamer sur YouTube. C'était très compliqué, on avait du mal à toucher un nouveau public. Et voilà. Et 1 an et demi plus tard, on a appris, à la faveur d'un communiqué de presse, que Twitch changeait son fusil d'épaule et qu'à partir de maintenant, Twitch ouvrait ses portes à des contenus différents du jeu vidéo. Donc j'ai recontacté mon contact Twitch, je lui ai dit on est d'accord que maintenant c'est possible, et il m'a répondu oui, à partir de maintenant vous pouvez revenir sur Twitch. Et donc non seulement on est revenu sur Twitch, mais en plus on est devenu partenaire de la plateforme Twitch, et donc maintenant on est la première chaîne de talk show française sur Twitch, et on est souvent mis en avant sur la homepage de Twitch. Preuve que les équipes de Twitch aiment beaucoup ce qu'on fait et trouvent que c'est intéressant que sur cette plateforme il y a autre
autre chose que du jeu vidéo. Intéressant. Élise disait d'ailleurs que vous avez même battu des records mondiaux dans le hors gaming. La semaine dernière, on était la première chaîne du monde en talk show pendant l'audition d'Alexandre Benalla en commission d'enquête au Sénat. On a été la première chaîne du monde hors jeux vidéo sur Twitch. Aux États-Unis, à Tokyo, ils ont dû se demander ce qui se passait. Ouais, on est passé devant les Coréens, devant les Japonais, c'était fou. On est prêts, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Oula, que font mes cheveux? Bonjour, bonsoir, on veut de la sueur, vous en aurez. Vous demandez du sang, du crachat, de la violence. Et nul doute que vous en aurez. Aujourd'hui, nous sommes là pour l'audition d'Alexandre Benalla. Aujourd'hui, nous allons regarder un resub d'Ecladus pour sa première année de resub. Merci beaucoup, Ecladus. Merci à toi. Et François Tudor, je ne dors pas. Nous sommes réveillés pour... Eh bien, écoutez, mettre Alexandre Benalla en sueur, je ne sais pas. On va voir ça aujourd'hui. Nous sommes là ensemble, vous et moi, pour quelques heures. On ne sait pas exactement pour combien de temps. Alors voilà, justement, c'était l'intro de l'audition d'Alexandre Benalla. Donc avec un jeu de mots sur la sueur, parce que Jean-Pierre Sueur est j'allais relever le petit... Très bien. Après, il qualifie Jean-Pierre Sueur de top kill. Vraiment les termes c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment les termes du streaming, mais sur évidemment des sujets qui sont très différents. On va rentrer un petit peu dans les détails de fabrication. Un stream, on sent que c'est à la fois cheap et sophistiqué. Est-ce que c'est une infrastructure lourde à mettre en place? Comment t'as fait? En fait, ça dépend énormément de l'ambition qu'on a. N'importe qui peut streamer dans sa chambre avec une webcam et un micro de mauvaise qualité. Et certains streamers, d'ailleurs, ont des scores d'audience absolument fantastiques avec moins de 100 € d'investissement, pour être très clair. Nous, on a plus d'ambition que ça, puisqu'on a séparé l'unité de production de l'unité éditoriale. Donc, en gros, les streamers ne s'occupent pas de technique, ne s'occupent plus de technique. On a une régie qui s'en occupe. On a des studios de tournage à Ivry-sur-Seine avec des éclairages, avec des micros professionnels. Par exemple, le micro-casque que je porte sur les oreilles, il coûte 500 € pièce, on l'importe d'Allemagne, et c'est le même modèle qui est utilisé sur TF1 pour les finales de Coupe du Monde de football. Donc c'est du matériel professionnel. T'as commencé dans ton garage? J'ai commencé dans ma chambre comme un youtubeur. J'ai acheté sur internet un fond vert. D'ailleurs, mon premier fond vert, c'était un rideau de douche. C'était vraiment vrai. Des éclairages un peu à l'arrache, des softbox dégueulasses, etc. Donc j'ai vraiment commencé avec du matériel très cheap. Et au fur et à mesure que le projet a évolué, on a beaucoup investi d'argent personnel pour monter en compétences, pour créer une véritable régie, pour justement, comme je disais, séparer la production de l'animation. Mais c'est vrai que pendant 1 an et demi, j'étais seul. J'animais l'émission tout en étant le réalisateur de l'émission. Donc j'avais devant moi 4 écrans sur lesquels je gérais le son, la diffusion live, la récupération du flux vidéo, le passage des scènes les unes après les autres, tout en gardant une oreille sur ce que sont en train de raconter les députés et les ministres, parce que c'est quand même ce sur quoi j'étais censé avoir un commentaire à faire. Mais ça, pour un gamer, c'est facile. Ouais, c'était extrêmement difficile, surtout d'un point de vue technique, parce que j'ai quand même commencé en 2015, qu'on est dans un milieu qui évolue très vite. Et à l'époque, tous les logiciels n'étaient pas autant au point qu'aujourd'hui, donc j'ai dû faire des interactions logicielles très bizarres. J'ai passé des nuits blanches sur des forums russophones pour essayer de trouver des solutions cheloues à des problèmes très techniques de son, de réglage, de docking, etc. Je rentre pas dans le détail, mais c'était un cauchemar. S'il te plaît, merci. Donc voilà, mais effectivement, au début, j'étais absolument seul dans ma tour de contrôle à faire toute l'émission. Et on a voulu se donner plus de moyens éditoriaux, notamment en déléguant la partie réal, sachant que la partie réal maintenant elle nous permet aussi de faire des plateaux in situ, donc on déménage tout notre matériel, on le met dans un camion et on va faire des émissions en direct d'événements. On l'a fait à la Sorbonne, on l'a fait à Aix-en-Provence, on l'a fait à plusieurs endroits. Donc. Quasiment une chaîne de télé. Mais on est plus qu'une chaîne de télé. Aujourd'hui on diffuse 24 heures sur 24, on diffuse en haute définition, oui on a bien sûr. Et ça participe évidemment d'un mouvement global des médias, de l'effondrement des coûts de production. On l'a vu d'ailleurs avec les manifestations des Gilets jaunes, ceux qui font les plus grosses audiences filmés avec un iPhone. Et c'est fini l'époque des cars régie, des vieux cars GPS là avec la grosse antenne sur le toit, c'est terminé. Ça ce n'est valable que sur les théâtres d'opération. Enfin, et ça encore existe encore, mais voilà, c'est complètement absurde économiquement. Ça n'a aucune réalité. Et nous, effectivement, on fait des émissions en direct avec plusieurs invités autour d'un plateau, avec plusieurs caméras, avec une seule personne en régie. Sur le fond, une séance, par exemple, de questions au gouvernement, ça vous demande combien, enfin, au streamer qui va le faire, ça lui demande combien de temps de préparation? Vous faites quoi? Vous faites des fiches? Comment ça se passe? Alors, on a une équipe de bénévoles qui prépare les émissions avec nous. Effectivement, il faut savoir, les internautes le savent pas toujours, mais on a la liste des députés qui vont poser des questions. Ça, on le sait à l'avance. On ne sait pas sur quoi ils vont poser les questions, mais on sait qui va poser des questions. Et donc, à partir du moment où on a cette liste-là, on a une équipe de bénévoles qui se retrouve en ligne sur un document partagé pour préparer des fiches à l'attention du streamer pour qu'il ait des choses à dire sur leur CV. Et voilà. Donc, le streamer, lui, de son côté, fait une préparation éditoriale de journaliste classique, c'est-à-dire qu'il se renseigne sur l'actualité du jour, l'actualité chaude, l'actualité du Parlement, quels sont les travaux des commissions, quels sont les textes en cours, etc. Et de leur côté, les préparateurs font un boulot de scrapping et donc ils vont remplir des fiches sur les intervenants pour que le streamer, pendant que le député est
en train de parler, il est sous les yeux effectivement quelques informations de biographie qu'il va pouvoir utiliser à bon escient ici et là pour faire un petit peu comme un commentateur sportif quand il y a des trous à certains moments, venir donner des informations de background. Il y a une grosse culture personnelle à avoir, évidemment, parce qu'on peut pas, tout n'est pas inné, mais parfois il y a savoir que tel député est bien en vue actuellement, par exemple dans son parti, c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est des trucs donc on est des éléments d'ambiance. Oui, évidemment, voilà. Mais ensuite il y a aussi des choses que seul un boulot de journaliste qui nous permet d'aller chercher des informations peut nous apporter sur les mandats qu'il a eu jusqu'à présent, les casseroles éventuellement qu'il a au cul avec la justice, les sujets de fond sur lesquels il est en train de bosser au Parlement, toutes ces choses-là, on doit aller les chercher très profondément dans Internet et c'est pas toujours facile. Est-ce qu'à ta connaissance, il y a des médias audiovisuels, traditionnels, qui se sont lancés ou qui sont en train de réfléchir à se lancer dans ce type de couverture, d'information, de streaming communautaire? Sur le commentaire en direct à proprement parler, non. Non. Il n'y a pas de média traditionnel installé qui fait ça. Il y en a un seul qui, en s'inspirant beaucoup d'Acropolis d'ailleurs, a fait le même type de format et continue à faire le même type de format, c'est le Figaro.fr. Figaro.fr s'est doté d'une énorme structure de live avec beaucoup de moyens pour le coup, avec beaucoup de journalistes qui travaillent dessus à plein temps et ils font des couvertures en direct assez similaires à Acropolis avec une incrustation fond vert, avec un micro-casque, etc. Notamment sur les manifestations des Gilets jaunes. Mais c'est les seuls à ma connaissance qui ont choisi de faire ça. Et pourquoi tu penses que... C'est culturel. Ils n'y vont pas? C'est culturel. Je veux dire, le streaming, c'est une manière complètement différente d'interpréter son rôle en tant qu'acteur de l'information par rapport à son audience. Ça demande de réinterpréter complètement sa manière de faire, ça demande de se mettre à une posture très très différente que les journalistes ne savent pas adopter. Moi je vois par exemple, je forme beaucoup de streamers, ça m'arrive très souvent de faire streamer des gens pour la première fois. Quand ils sortent d'école de journalisme, les pauvres, ils sont formatés dans un format télé, avec un ton télé, avec une manière d'interagir télé, d'ailleurs de ne pas interagir, très très télé, alors que nous on travaille très très différemment, donc maintenant on ostracise même plutôt les étudiants. Il y en a qui ont envie de le faire. Ouais, il y en a certains qui ont envie de le faire, même si ça les perturbe beaucoup, mais c'est pas du tout ce qu'on m'a appris à l'école, c'est pas comme ça qu'on est censé faire du journalisme, etc. Donc oui, on sent qu'il y a une appétence, il y a une grosse curiosité des médias traditionnels. Pendant très longtemps, il y avait du paternalisme un peu... La condescendance. Il y avait beaucoup de condescendance de la part des journalistes qui regardaient ce que faisait Acropolis. Puis on a commencé à sortir nos premiers chiffres d'audience. Puis quand ils ont vu qu'on faisait entre 2 et 5 fois plus d'audience que la chaîne parlementaire, ils ont commencé à se dire ah oui, mais en fait, c'est assez intéressant. Et donc maintenant, on est plutôt dans la curiosité. Et c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant, les journalistes m'invitent dans leur podcast, par exemple. donc il y a un changement qui est en train de s'opérer. Mais je suis pas le seul artisan de ce truc-là. Il y a évidemment les autres médias qui bousculent, Brut, etc. Sur les réseaux sociaux, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train de bouger. Par exemple, vous pourriez à terme aussi faire du streaming sur le terrain, comme ce que fait Brut? Pour le coup, nous, on s'est toujours dit que c'était pas notre spécialité. Brut le fait très bien pour le coup, et je connais bien Rémi depuis plusieurs années, et je trouve que ce qu'il fait est un travail assez formidable, mais il le fait parce que lui aussi c'est sa spécialité pour le coup. Peu de personnes savent le faire comme lui sait le faire, et donc nous on a décidé plutôt de se limiter à ce que l'on sait faire et de persévérer là-dedans. On n'a pas envie de singer ce que font les autres juste parce qu'ils le font et parce qu'ils font des bonnes audiences. On trouve ça trop dommage, donc tout ce qu'on fait, on se pose toujours la question de savoir quelle est la plus-value éditoriale qu'on apporte, et s'il n'y en a pas vraiment, ça ne sert à rien de le faire. Mais pareil d'ailleurs pour les vidéos YouTube, pourquoi est-ce qu'on fait pas des vidéos qui expliquent la politique de manière simple? Mais parce que plein d'autres le font. Plein d'autres le font, ils le font très bien et bien mieux que nous. Donc voilà, on veut pas se surajouter, voilà. Et on écoute la première question de Boris Vallaud. Dans les rues de Strasbourg, au cœur de l'Europe, au cœur de sa capitale, semant la terreur, l'effroi et la colère. Rappelons que le Parlement européen, une partie du Parlement européen, les locaux du Parlement européen se trouvent à Strasbourg. 3 morts, 12 blessés, nos pensées vont aux victimes, à leurs familles et à leurs proches. Nous pensons à cet instant... Si, c'est le mari de Najat Vallaud-Belkacem, Boris Vallaud, effectivement. Pour la vie. Notre reconnaissance va aux forces de l'ordre, aux militaires, aux policiers, aux gendarmes, qui sont intervenus hier soir et qui demeurent mobilisés dans la traque du tireur. Voilà, on vous l'a dit, hein. Notre gratitude va au personnel de nos hôpitaux, aux sapeurs-pompiers, les forces de l'ordre, des victimes. C'est pas surprenant. Qu'ils soient tous remerciés. À quoi servent les 2 personnes derrière le président de l'Assemblée? Ce sont des fonctionnaires de l'Assemblée nationale qui l'assistent dans la conduite de la séance et le processus législatif. Dans la lutte contre le terrorisme. Que la menace demeure. Le conseil en lui disant là vous avez le droit de demander une suspension de séance, là vous avez le droit de sanctionner. Monsieur le Premier ministre, que vous puissiez éclairer la représentation nationale. Alors là, c'est un des moments importants de la vie politique. Il y a des émissions phares comme ça? Oui, les questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale, c'est cette fameuse séance que les Français connaissent bien parce qu'elle a longtemps été diffusée sur France 3, qui est d'ailleurs devenue du coup un moment un peu clé dans la vie politique hebdomadaire en France avec le Conseil des ministres. Ça, c'est notre émission phare depuis la création de la chaîne. Ça a été la première émission qu'on a créée, que j'ai créée en l'occurrence. J'ai passé la main l'été dernier. Maintenant, ce n'est plus moi qui la présente. La voix que vous avez entendue, c'est celle de François, donc qui m'a
m'a succédé dans cette émission. François Malocena, est-ce que c'est un pseudo ? Absolument pas, c'est son vrai nom et son vrai prénom. C'est génial, non ? Très très drôle. Ça ne avec le s'invente Sénat. pas. Donc François Malocena qui d'ailleurs à l'heure où nous enregistrons ce podcast est en direct là en train de commenter la séance de questions d'actualité au gouvernement à l'Assemblée nationale. Donc c'est cette fameuse séance qui est un moment un peu particulier, alors qui est souvent vécu comme quelque chose de très théâtral et très ridicule par les spectateurs quand on ne connaît pas. Et justement c'est pour ça que nous on essaye un peu de réhabiliter cette séance parce qu'on la trouve très intéressante. C'est une séance de contrôle de l'activité du gouvernement par nos représentants. C'est une séance au cours de laquelle on entend des positions de tous les bancs. On entend la droite, la gauche, le centre, la majorité, l'opposition. Et c'est une séance dans laquelle on voit les visages de beaucoup de ministres, ce qui est assez rare à l'Assemblée nationale que dans une seule heure, on entende parler d'autant de sujets différents. Donc c'est une séance très très intéressante pour faire le point sur l'actualité démocratique du pays. Alors aujourd'hui, tu le disais, Acropolis c'est devenu une vraie entreprise. Il y a ceux qui font les fiches, les différentes personnes qui présentent les émissions. Il y a une régie, etc. C'est combien de personnes en tout ? Aujourd'hui, Acropolis, on est 3 personnes à temps plein, plus des soutiens techniques qui viennent en freelance nous aider, plus 4 présentateurs donc d'émissions. On est 4 au total à présenter différentes émissions. On fait 7 émissions par semaine. On a une vingtaine de bénévoles qui nous accompagnent sur tous ceux dont je vous ai parlé, plus l'entreprise au gaming qui fait de la production exécutive sur certaines émissions qu'on fait. Donc voilà, aujourd'hui ça ressemble à peu près à ça, Acropolis. C'est quoi le type de budget pour une émission ? Ça dépend énormément avec qui on l'a fait, est-ce que ça nous demande, mais c'est des émissions qui vont entre 5 et 10 000 euros à produire. Donc par rapport à de la télé, c'est considéré comme vraiment pas cher du tout ? C'est pas cher du tout. C'est pas cher du tout, mais... C'est paradoxal, mais les partenaires avec qui on travaille sont parfois étonnés par ces prix-là parce que il y a encore cette culture terriblement ancrée dans certains esprits que quand c'est sur Internet, c'est pas cher. C'est fou, hein, c'est ce truc-là. C'est gratuit même. Voire même c'est gratuit. Non, mais vous êtes youtubeur, ça va, vous allez pas me faire payer non plus. Je l'ai déjà entendu. Hein. Voilà, donc, mais y compris d'ailleurs des gens dans les médias. Hein. Il y a des gens de la télévision et de la radio qui disent ah oui, mais c'est vachement cher. Et je leur dis mais attends, moi ma caméra elle coûte le même prix que le tien, mon technicien il coûte le même prix, le matériel avec lequel je travaille c'est le même, le prix du loyer il est même partout. Enfin, c'est assez spectaculaire. Cette idée encore très ancrée que c'est pas cher. Alors que non, ça coûte très cher. Mais effectivement, par rapport à la production audiovisuelle, c'est que dalle. Je vous disais, on a une seule personne en régie. Et à titre d'exemple, il y a quelques jours, j'ai été invité sur le plateau de l'LCP, il y avait, je crois, 12 personnes en régie. C'est des exemples, hein, mais voilà. Et donc, du coup, toi, avec cette économie-là, donc tu arrives à payer 3 salaires, c'est ça ? Donc, vous faites des bénéfices, vous pouvez envisager de croître ? Ouais, on a créé une boîte de production audiovisuelle qui vend des partenariats à des institutions. Toute institution qui souhaite apporter le débat notamment avec des jeunes sur un sujet en particulier peut avoir vocation à travailler avec nous, auquel cas on va lui proposer pourquoi pas de lancer une nouvelle émission, de faire une émission one shot à l'occasion d'un événement ou de lancer plusieurs séries d'émissions, plus de l'accompagnement, du montage, des VOD derrière, on peut proposer toute une gamme de services, mais aujourd'hui on fait de la création, de la production, de l'animation et de la diffusion d'émissions interactives citoyennes en direct, c'est ça notre métier, et donc oui effectivement on dégage un chiffre d'affaires qui nous permet aujourd'hui de dégager 3 salaires, mais c'est pas suffisant, c'est une économie extrêmement tendue, on a beau être rentable sur la première année, là la deuxième année est extrêmement compliquée et en ce moment je fais pas mal de nœuds au cerveau et des nuits courtes pour savoir si on va continuer à pouvoir payer les salaires à l'horizon de l'été prochain. Pourquoi c'est difficile en ce moment ? C'est extrêmement difficile. On a des coûts de production qui sont très importants, on a des partenariats qui sont très fluctuants, on a des one-shots qui rapportent un peu d'argent de temps en temps mais qui ne réapparaîtront pas l'année prochaine parce que le one-shot ne se répétera pas, et on a surtout des partenaires, des institutions qui sont extrêmement compliqués, qui ont des process de prise de décision très compliqués et d'engagement budgétaire très lent. Et ça, quand on a une petite unité comme nous, c'est extrêmement complexe. Un mot justement je sais pas comment il faut l'appeler, le partenariat avec Public Sénat, comment c'est arrivé et comment ça vit ? Public Sénat en l'occurrence, donc c'est la fameuse chaîne parlementaire du Sénat, c'est eux qui sont venus nous chercher. L'été dernier, en juin dernier, c'est le PDG de Public Sénat, Emmanuel Kessler, qui m'a appelé en me disant qu'il avait une ambition un peu folle. C'était de lancer un projet complètement nouveau avec Public Sénat pour rendre les sénateurs plus accessibles aux jeunes en créant un dialogue, quelque chose. Donc il avait pensé à moi, on s'était déjà rencontrés quelques années auparavant, on n'avait pas trop eu le temps de se tenir au courant de ce qu'on faisait l'un l'autre, donc il m'a rappelé et je lui ai dit mais ça m'intéresse beaucoup, discutons-en, ça peut être vachement intéressant. Et on a bossé ensemble avec les équipes de Public Sénat pendant tout l'été pour donner naissance en septembre dernier à cette toute nouvelle émission Questions aux sénateurs. C'est moi qui leur ai proposé le format, c'est moi qui leur ai proposé l'idée. Ils avaient déjà une idée de titre et c'est moi qui leur ai dit mais si vous voulez que les citoyens posent des questions aux sénateurs, mais faisons-le en direct, c'est à ça que sert le stream. Imaginons des capsules Facebook ensuite et des capsules YouTube. Et donc on est parti bille en tête dans ce partenariat. Pour eux c'était un risque, clairement, ils ont osé se lancer dans un partenariat d'un nouveau genre. C'est la première fois, à ma connaissance dans le monde, qu'un média installé et une chaîne de télévision a fortiori s'associe à une chaîne Twitch. Ça n'existait pas. Ah oui, donc c'était vraiment rencontre du troisième type, avec des méthodes de travail très différentes. Mais c'est un vrai plaisir de bosser avec les équipes de Public Sénat, parce qu'on apprend de plus en plus à se connaître. Je sens que chez eux, ça bouge beaucoup justement sur le numérique et les manières de travailler. Nous, on s'est beaucoup professionnalisé en travaillant avec eux, parce qu'ils ont un niveau d'exigence très important. C'est quand même des gens de la télé, donc ils ont des manières de bosser
très spécifiques. Et pour l'instant, on est très très content du résultat de cette émission. On fait des très bons scores d'audience et ça marche bien. C'est vrai que les sénateurs qu'il faut traîner jusqu'à Ivry-sur-Seine sont finalement très contents quand ils sont super contents. Les sénateurs qu'on interview deviennent des avocats de l'émission dans la foulée. Ils disent c'est vachement bien, c'est génial. Et effectivement, au début, ils sont un peu intimidés parce que déjà, on les ramène jusqu'à Ivry-sur-Seine et ils sont face à un intervieweur qu'ils ne connaissent pas. Ils sont sur Internet. Ça leur fait toujours un peu peur, les politiques Internet. Ils ont toujours un peu peur du truc et tout. Mais en fait, au bout d'une demi-heure d'interview, ils ont compris qu'en fait, c'était vachement intéressant, qu'ils sont là pour avoir un dialogue direct et sans phare avec des citoyens. Et ça leur plaît énormément. Petite question d'ailleurs sur le chat. Est-ce que le chat est modéré ? Oui, on a une équipe de modération, on a une charte à respecter. A priori, les questions arrivent, il y a quelqu'un qui les modère. A posteriori. C'est a posteriori, mais on a un taux de réaction de quelques secondes, voire millisecondes. On a des outils de modération automatique, avec des banwords, etc. Je rentre pas dans les détails techniques, mais on a plein de barrières qui font qu'on n'a pas trop de problèmes. Et surtout, comme on porte une attention très importante au chat, comme le chat fait partie de l'émission, on a très très peu besoin d'intervenir dans le chat. C'est-à-dire qu'on a calculé notre taux de modération, il est de 0,7%. Oui. Sur 100 messages postés dans le chat, vous n'avez pas de troll, par exemple ? Aucun. C'est assez comment ça se fait ? Ça se fait parce que déjà les trolls, ils vont s'ennuyer très vite s'ils viennent sur le chat d'Acropolis. C'est pas le bon endroit pour troller. Il y a plein d'autres endroits où on peut y aller, on peut s'en donner à cœur joie, où c'est très rigolo. Mais sur le chat d'Acropolis, très rapidement, en fait, les autres membres du chat vont pas lui parler. Le streamer ne va pas lire leur message à haute voix. Donc ils vont s'ennuyer en fait très rapidement. Ils vont se rendre compte que ça n'a pas d'écho. Un troll, il a besoin d'avoir un écho. S'il n'a pas d'écho, ça marche pas. Il ferme la fenêtre et il va ailleurs. Et si on réussit à faire ça, c'est parce qu'on est très très sincère dans notre manière de parler au chat. On affiche le chat à l'image. Le chat est présent sur les télés, sur nos plateaux pour montrer aux gens que ça a de l'importance et que vous faites partie de l'émission. Et donc à partir du moment où on montre au chat qu'il a de l'importance, et ben les gens dans le chat adoptent un comportement très différent. Ils écrivent des messages plus longs, par exemple, ils posent des questions, ils prennent le temps d'échanger leurs opinions entre eux. Et ça, en fait, ça fait fuir les trolls, très simplement. Tu parlais du modèle économique, donc des partenariats avec des institutions. Est-ce qu'il y a un modèle économique propre aux plateformes de streaming ? Vous parlez, par exemple, là, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, pour ceux qui connaissent pas, le sub, et le resub et les dons. Et puis il y a aussi du pré-roll quand même au début des streams. Est-ce que ça rapporte quand même un tout petit peu ? Alors ça rapporte très peu d'argent, mais ça rapporte un tout petit peu. Et ça, c'est de l'argent qui ne fait pas partie de notre modèle économique, puisque ça, c'est de l'argent qui va entièrement dans les caisses de l'association qu'on a créée. Donc ça, c'est un but non lucratif. Tout l'argent qui est généré... Ce qui nourrit la communauté, finalement, qui crée le lien. Ouais. D'ailleurs, on appelle ça l'argent communautaire. C'est-à-dire que l'argent que des généreux citoyens de moins de 25 ans donnent à une petite chaîne sur Internet, moi, je veux pas qu'il tombe sur le compte en banque de l'entreprise. Je veux qu'il aille sur le compte en banque d'une association et que cette association s'offre ses propres émissions, celles pour lesquelles on n'a pas de partenaire, par exemple, pour financer. Ça, c'est le modèle économique à but non lucratif. Et de l'autre côté, on a cette entreprise, donc elle à but lucratif, qui vend des partenariats et des prestations. D'accord. Donc c'est ça notre modèle économique qui fonctionne comme ça. Il existe effectivement des chaînes de streaming qui ne se financent que par le sub, le don, etc. Ouais, ça existe. C'est Ninja, etc. C'est Ninja, mais même des plus petites parfois qui réussissent à dégager un salaire. Voilà. Mais nous, on a besoin de beaucoup plus que ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau live, nouvel épisode de Questions aux sénateurs. On va discuter pendant 1 heure, je pense que vous commencez à connaître le principe. Si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue, soyez les bienvenus, prenez place. On est ici dans un beau petit salon sympa où on va discuter pendant 1 heure de plein de sujets avec un sénateur. C'est le principe de l'émission. Vous avez le chat, vous voyez, il est derrière nous, il est aussi devant nous, il est un peu partout sur le plateau. Et donc aujourd'hui, on reçoit un nouveau sénateur. Cette fois-ci, c'est un sénateur, c'est pas une sénatrice, c'est monsieur David Assouline. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Merci. Oui, bonsoir, ouais, il est 17h, on est à peu près entre les deux. Merci d'avoir accepté de venir dans ce petit salon. Vous êtes bien installé ? Oui, c'est vraiment avec plaisir. C'est si rare qu'on soit installé comme ça, tranquillement. En général, sur les plateaux télé, c'est que c'est pas trop le cas. Donc voilà, merci beaucoup d'être présent ici. Le principe, voilà, les gens disent bonsoir, vous voyez, bonsoir Captain Pacom, Altmos, Pauline Etaille, Aude B63. Effectivement, quand on entend ça, on se dit bien que ça doit perturber un certain nombre de sénateurs. Ouais, c'est ça. Il y avait même un sénateur qui avait commencé l'émission en disant on est vachement mieux que chez Public Sénat. C'était un peu emmerdant. Ah non, quand même. Faut pas dire ça. Oui, c'est ça. Alors, quand on fait ça, quand même, il faut être un petit peu engagé en politique. Est-ce que tu es à l'aise avec justement tes éventuels engagements politiques Oui.
Oui, absolument. Effectivement, c'est la question de la neutralité éditoriale d'Acropolis qui est un point effectivement assez important. Acropolis n'est pas une chaîne sur laquelle on donne nos opinions. On n'est pas là pour donner notre avis. Si on avait voulu faire un projet sur Internet pour inciter les gens à penser de la même manière que nous, on aurait fait un projet très différent. Et encore une fois, d'autres le font et le font très bien. Non, nous c'est vraiment un projet pour citoyen. Et donc qui tend à de la neutralité politique, même si la neutralité et l'objectivité, vous savez, c'est un peu des vœux pieux. Nous, on plaide plutôt la sincérité et l'honnêteté. On est très transparent, on est très cool, on est là pour discuter, pour dialoguer. Mais chaque question d'ailleurs là-dessus de tes viewers ou autres. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Oui, notamment. Oui, et ça, on répond toujours la même chose. C'est on s'en fout de ce que j'en pense et toi, t'en penses quoi? C'est toujours la même réponse qu'on fait à la même question pour bien leur montrer que vous êtes sur Acropolis ici, les gars. Vous n'êtes pas là pour savoir ce que moi j'en pense. Vraiment, si vraiment vous voulez savoir ce que je pense, vous avez qu'à me suivre sur Twitter et vous verrez ce que j'en dis. Mais parce que justement, ce qui est reproché aux journalistes en ce moment, c'est de dire mais vous prétendez neutre, mais en fait vous ne l'êtes pas. Et donc mais personne ne l'est jamais. C'est ça. Mais donc du coup, comment on le gère pour être crédible? C'est ça la vraie question. C'est de l'humilité, c'est de la sincérité, c'est une manière de se poser par rapport au public. Moi, j'ai pas l'impression qu'on reproche grand-chose aux journalistes. J'ai l'impression qu'on reproche aux éditocrates, ce qui est pas tout à fait la même chose. Donc effectivement, sur Acropolis, on fait pas vraiment de l'édito, on est là pour dire que c'est intéressant. Ce qui est en train de se passer est intéressant pour telle et telle raison, et d'ailleurs, vous en pensez quoi, et discutons-en. Mais effectivement, j'ai à titre personnel des opinions, les autres streamers ont des opinions, mais ils viennent pas sur Acropolis pour les donner. Voilà. Votre principe, c'est vraiment l'éducation, la pédagogie citoyenne. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Donner les clés pour... Donner les clés de compréhension. Et encore, dans l'éducation et pédagogie, on pourrait là aussi penser qu'on a un ton professoral, ce qui n'est pas vraiment notre manière de faire. On donne des clés de compréhension. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui parfois aussi surprend les journalistes, mais parfois on a des trous de mémoire où on ne sait pas trop. Et du coup, on demande au chat d'aller chercher l'information. Et ça nous arrive de dire au chat, d'ailleurs, si vous, là j'ai un doute, mais si vous avez l'info, vous voulez bien le donner. D'ailleurs, c'était le cas du G7 tout à l'heure, parce qu'on a entendu. Là, on était fatigués, c'était vraiment, vous n'avez pas été sympa de prendre cet exemple-là, mais on était claqués. J'avais un gros trou de mémoire, je disais, attends, le G7 c'est en France. Et c'est quelqu'un dans le chat qui a dit, bah oui, c'est en France. Et du coup, j'ai dit, non mais oui, c'est ça, c'est bien en France. Et bah voilà, typiquement, quelqu'un, un citoyen que je ne connais pas, dont je ne connais que le pseudo, est venu confirmer une information sur laquelle j'avais un doute. Et parfois, ils vont chercher sur Internet, et parfois, ils contredisent aussi les informations qu'on avance. Voilà. Et alors, si on se projette à long terme maintenant, qu'est-ce qui te semble le plus important? Tu es venu de la politique, tu vas y retourner ou tu vas développer Acropolis? Comment tu vois les choses? Là, je vais développer Acropolis. Acropolis a énormément d'avenir parce que c'est un format qui a réussi à faire la démonstration de son utilité auprès des citoyens. C'est aussi un modèle économique qui a réussi à démontrer sa capacité à fonctionner, à être un tout petit peu rentable. Donc, ce projet ne va pas mourir demain matin. Et ça, c'est déjà quelque chose qui est très rassurant de pouvoir se dire après 3 ans de travail acharné. On a vraiment cru à plusieurs reprises qu'on allait perdre le projet. Et donc, on va continuer à le développer, on va continuer à se dégager des marges de manœuvre pour embaucher de plus en plus de monde, pour assurer notre capacité à faire de plus en plus d'émissions. Il y a encore des gros trous dans notre programmation. J'ai envie qu'on parle encore plus d'Europe, j'ai envie qu'on parle du Conseil économique, social et environnemental, j'ai envie qu'on parle du grand débat, j'ai envie qu'on parle des gilets jaunes, j'ai envie qu'on parle de l'actualité. Partout où elle se passe, l'international aussi, c'est un sujet extrêmement intéressant. Il se passe des trucs dans le monde entier et j'aimerais bien qu'on puisse proposer une couverture de ce qui se passe aux États-Unis avec le Brexit, le Royaume-Uni, etc. Il y a quand même pas mal de trucs qui se passent. Donc on a énormément d'ambition et pour ça, on veut continuer à se rendre indispensable auprès des pouvoirs publics qui eux-mêmes sont en train de pivoter et qui sont de plus en plus à la recherche d'agences d'engagement citoyen, des personnes et des opérateurs comme nous qui sont capables de leur apporter une audience jeune et qualifiée, extrêmement compliquée à toucher. Probablement à la faveur de ce qui se passe ces derniers temps depuis. Bien sûr. Mais en fait, le mouvement est déjà très très lent. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'en fait les institutions publiques sont à la recherche d'engagement citoyen sur leurs différents outils de concertation et de co-construction. Là, avec les gilets jaunes, c'est particulièrement visible. Ouais. Dernière question, si tu avais un conseil à donner aux jeunes qui sont passionnés d'infos, qui ont envie de faire des choses et pas envie de céder on va dire au pessimisme ambiant sur les médias, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Mais je leur dirais de le faire, d'arrêter de réfléchir à le faire et de le faire. En fait, moi j'ai lancé ce projet seul dans ma chambre, j'y connaissais rien, j'ai galéré. Alors après, je suis un peu un geek et quelqu'un de curieux, donc effectivement, passer des heures sur des forums pour essayer de trouver des solutions techniques, ça m'amuse. Mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave, entourez-vous des gens qui savent le faire et commencez par le faire. Avant de réfléchir à la révolution médiatique de demain, commencez par prendre votre caméra et aller faire des trucs différents qu'on n'a jamais vus. Allez en manif. En ce moment, il y a des manifs, c'est hyper intéressant les manifs. Allez nous proposer une autre couverture des manifs. Si vous en avez marre des chaînes d'information continue, faites-le. Proposez-nous un truc. Lancez des podcasts. Et on en revient à ce qu'on disait au début de cette émission. Les coûts de production se sont effondrés. Aujourd'hui, on peut créer une chaîne d'information continue dans sa piole, c'est faisable. Donc faites-le. Allez-y, faites-le, et vous verrez que votre première idée n'était pas la bonne, que la deuxième sera bien meilleure. Vous verrez que vous allez apprendre beaucoup de choses, vous allez découvrir vos limites. Donc allez-y, lancez-vous, vraiment. Eh bien voilà, ce sera le mot de la fin, excellent. Merci Jean-Baptiste. Merci Jean d'être venu nous rendre visite dans ce podcast. Et nous, on se retrouve très vite avec un nouvel épisode d'Aparté. En attendant, abonnez-vous sur toutes les plateformes, mettez des étoiles évidemment et soyez innovants vous aussi, partagez l'information.